pendant des mois, mon père a dit à tout le monde que j'avais abandonné mes études. Les proches ont arrêté de demander. Les amis ont arrêté d'appeler. Je n'ai rien dit. Puis un courriel est arrivé. Votre thèse a été sélectionnée pour une publication nationale. Mes mains tremblaient. Mon nom était imprimé en gras. Il a été mis en ligne. Mon nom de famille était partout. Papa a supprimé ces publications. Mon père a dit à tout le monde que j'avais abandonné l'université. Il l'a fait lentement au début, une phrase à la fois, un dîner à la fois, un message de groupe familial à la fois. Au printemps, tout le monde le croyait. Ma tante a arrêté de poser des questions sur la remise des diplômes. Mon cousin a arrêté d'envoyer des blagues sur les études. Ma grand-mère m'a envoyé une carte de prière par la poste. Ma mère a dit que cela était embarrassant. Ma sœur a dit que j'avais gâché ma chance. Et mon père a souri comme s'il avait gagné. Il a dit aux gens que je ne pouvais pas gérer la pression. Il leur a dit que j'avais toujours été dramatique. Il leur a dit que j'avais arrêté après la fin de ma bourse. Cette partie était le premier mensonge. La bourse n'était pas terminée. Elle avait été renouvelée 2 fois. Mais personne ne m'a posé la question. Personne n'a appelé l'université. Personne n'a demandé pourquoi je partais toujours chaque matin. Personne n'a demandé pourquoi je rentrais à la maison après minuit. Ils l'ont juste cru. Parce que dans ma famille, mon père avait l'air officiel. Il portait des chemises repassées au petit déjeuner. Il transportait un dossier en cuir partout. Il parlait comme si chaque phrase avait été notariée. Donc, quand il a dit que j'avais abandonné, les gens ont hoché la tête. Quand il a dit qu'il était déçu, les gens ont soupiré. Quand il a dit qu'il avait tout fait pour moi, ils l'ont réconforté. J'avais 24 ans. Mon nom était Marawitam, et j'étais à 2 semaines de soutenir ma thèse. Mon père ne le savait pas. Ou du moins je pensais qu'il ne le savait pas. C'était l'erreur que j'avais faite. Je pensais que son mensonge concernait la honte. Je pensais qu'il voulait de la sympathie. Je pensais qu'il voulait que les proches le félicitent. Je pensais qu'il voulait me punir d'avoir déménagé. Mais il ne s'agissait jamais seulement de l'université. Il s'agissait de contrôle. La première fois qu'il l'a dit publiquement, c'était à la fête prénatale de mon cousin. Je suis entré dans le jardin de ma tante en portant un sac cadeau. Tout l'endroit sentait le gâteau à la vanille. Des ballons roses bougeaient contre la clôture. Ma sœur Paige était assise près de la table des desserts. Elle portait des lunettes de soleil blanches à l'intérieur. Ma mère était à côté d'elle, ayant l'air parfaite et froide. Mon père se tenait près du barbecue. Il avait une assiette en carton dans une main. Il m'a regardé avant tout le monde. Puis il a élevé la voix. Eh bien, regardez qui a fini par se présenter. Tout le monde s'est retourné. J'ai continué à marcher. Ma tante avait l'air nerveuse. Paige a souri dans sa limonade. Mon père s'est essuyé la bouche avec une serviette. L'étudiante qui a abandonné a encore du temps pour les fêtes. La cour est devenue silencieuse. Un ballon a éclaté contre la clôture. Personne n'a ri au début. Puis Paige l'a fait. Cela a donné la permission à tout le monde. Quelques cousins ont détourné le regard. Ma mère a baissé les yeux comme si elle était embarrassée. Pas pour moi. Pour elle-même. J'ai posé le sac cadeau sur la table. Mes mains sont restées stables. J'avais appris cela dans les laboratoires de recherche. Vous pouviez paniquer plus tard. Vous pouviez pleurer plus tard, mais pas pendant que tout le monde regardait l'échantillon. Mon père s'est penché plus près. Tu devrais remercier ton cousin de t'avoir invité. Il a souri aux proches autour de nous. Nous essayons de ne pas l'encourager. Je l'ai regardé. Je n'ai pas abandonné. Il a laissé échapper un petit rire doux. C'était son arme préférée. Pas un cri, pas de la colère, juste ce petit son déçu. Ma chérie, mentir empire les choses. Ma tante a mis une main sur sa bouche. Paige a incliné la tête. Mara, cela est normal d'admettre un échec. J'ai regardé ma sœur. Elle avait 22 ans. Elle avait échoué à 2 cours d'université communautaire. Mes parents appelaient cela du stress. J'avais une moyenne de 3,94.
Ils appelaient cela de l'arrogance. Mon père s'est approché. Tu as quitté le programme. Non, ai-je dit. Tu as arrêté de ramener des factures à la maison. Non, ai-je dit encore. Il a haussé les sourcils. Alors prouve-le. C'était le moment que tout le monde attendait. Il voulait des larmes. Il voulait que je parte. Il voulait la scène de la fille instable, mais je n'avais encore rien dans mon sac à main. La date de ma soutenance était encore privée. L'annonce de mon département n'était pas encore en ligne. Le courriel de publication nationale n'était pas arrivé. Tout ce que j'avais, c'était la vérité. Et la vérité semblait faible sans papier, alors je n'ai rien dit. Mon père a souri plus largement. Exactement. La fête s'est déplacée autour de moi après cela. Les gens sont retournés aux gâteaux et aux cadeaux, mais l'air autour de moi a changé. Les proches m'ont parlé doucement, comme si je m'étais brisé de l'intérieur. Un cousin a demandé si j'avais besoin qu'on me ramène à la maison. Un autre a demandé si j'avais un plan. Ma grand-mère m'a serré le poignet. Ton père est toujours prêt à t'aider. Cela a failli me briser parce que mon père n'avait jamais aidé discrètement. Il n'aidait qu'avec des témoins. Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement. Il était au-dessus d'une laverie automatique. Le sol tremblait pendant les cycles d'essorage. La fenêtre de ma cuisine donnait sur un mur de briques. Je me suis assise à mon bureau jusqu'à 3h18 du matin. Le brouillon de ma thèse était ouvert. 187 pages, 1 an de recherche d'archives, 6 entretiens, 3 arguments rejetés, 2 révisions approuvées, et une question que j'avais arrêté de poser. Pourquoi mon père avait-il besoin que tout le monde pense que j'avais échoué? Le lendemain matin, j'ai découvert la première pièce. Mon portail étudiant ne voulait pas s'ouvrir. L'écran disait que mon compte nécessitait une vérification. J'ai appelé le secrétariat à 8h02. Une femme nommée Denise a répondu. Sa voix était fatiguée mais gentille. Elle a demandé mon numéro d'étudiant. Je le lui ai donné. Puis elle s'est tue. Des cliquetis de clavier ont rempli la ligne. Mara, avez-vous demandé un examen de retrait? Mon estomac s'est retourné. Non. Elle a fait une nouvelle pause. Il y a une note de contact familial ici. Quelle note? Il est écrit que votre père a demandé une confirmation. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Une confirmation de quoi? Que vous n'étiez plus inscrite. Je me tenais dans ma cuisine. Les machines de la laverie grondaient en dessous de moi. Quand a-t-il demandé cela? Le 4 mars. C'était 2 jours avant la fête prénatale. Je lui ai demandé qui avait répondu. Elle a baissé la voix. Personne n'aurait dû divulguer de détails académiques. Mais est-ce que quelqu'un l'a fait? Je ne peux pas discuter des actions du personnel. Cela voulait dire oui. Je savais que c'était oui quand les gens l'enveloppaient dans la politique. Denise m'a donné le courriel du bureau de conformité. Puis elle a dit une dernière chose. La soutenance de votre thèse est toujours active. J'ai fermé les yeux. Merci. Et Mara, oui. Changez votre contact d'urgence aujourd'hui. Je l'ai fait avant de raccrocher. C'était le premier reçu. Pas le plus grand. Juste le premier. Une note de contact familial. Une date. Une demande. Un mensonge avec un tampon de bureau. À midi, mon père m'a envoyé un message. Tu dois arrêter de faire semblant. J'ai fixé le message. Puis un autre est arrivé. Pêche s'inquiète de la façon dont cela affecte maman. Puis un autre. Ta tante a pleuré hier soir à cause de toi. Je n'ai pas répondu. À 14h14, ma directrice de thèse m'a envoyé un courriel. Le docteur et Lénard n'utilisaient pas de langage dramatique. Elle envoyait des phrases claires. Mara, votre soutenance finale reste programmée. Salle de comité 412. Vendredi à 10h du matin. Apportez les annexes imprimées. Vendredi, dans 4 jours. Cela est devenu l'horloge dans ma tête. 4 jours jusqu'à la soutenance. 4 jours jusqu'à ce que mon nom ait de l'importance quelque part d'officiel. 4 jours jusqu'à ce que la version de mon père tienne ou se fissure.
J'ai imprimé chaque courriel cette nuit-là. Le renouvellement de la bourse. L'approbation de la soutenance. La confirmation de la subvention de recherche. La facture d'accès aux archives. Le registre de paiement de l'université. Je les ai mis dans un dossier bleu. Puis j'ai mis le dossier bleu dans mon bureau. Pas dans mon sac. Pas encore. Parce que j'avais appris quelque chose sur mon père. Il attaquait tôt. Il attaquait socialement. Et il attaquait partout où je semblais ne pas être préparé. Il a appelé le soir suivant. J'ai laissé sonner. Puis ma mère a appelé. J'ai laissé sonner aussi. Paige a laissé un message vocal. Son ton était assez doux pour pourrir les dents. Mara, papa essaie juste de te protéger. Elle a soupiré. Tu sais, tu perds le contrôle quand les gens posent des questions. Puis elle a ajouté la lame. Peut-être que l'université n'a jamais vraiment été ton truc. J'ai sauvegardé le message vocal. C'était le reçu numéro 2. Pas parce que ses mots importaient, mais parce que sa confiance importait. Les gens ne parlent aussi librement que lorsqu'ils se sentent protégés. Le mercredi, le deuxième mensonge a fait surface. Mon propriétaire a scotché un avis sur ma porte. Il était plié en 3. Mon loyer n'était pas passé. C'était impossible. J'avais payé en avance. Je payais toujours en avance. J'ai ouvert mon application bancaire. Le paiement avait été retourné. Pas pour fonds insuffisants. Retourné pour examen de compte. Mes mains sont devenues froides. J'ai appelé la banque depuis la cage d'escalier. La représentante a vérifié mon nom. Puis elle a demandé si j'avais récemment contesté des paiements de frais de scolarité. Je me suis assise sur la marche. Quel paiement de frais de scolarité? Elle a lu la date. Le 4 mars. Encore une fois, la même date. Mon père avait soumis un signalement de fraude familiale. Il a affirmé que je faisais un mauvais usage des fonds. Il a affirmé que j'avais quitté l'école. Il a affirmé que les paiements de frais de scolarité après le retrait étaient suspects. Mon compte courant avait été signalé. Pas complètement gelé, juste assez examiné pour retarder le loyer. Assez pour m'effrayer. Assez pour me faire la plaie. C'était la détonation de mi-parcours. Ce n'était pas une rumeur. C'était un piège. Il ne se contentait pas de dire aux gens que j'avais abandonné. Il essayait de faire en sorte que le mensonge ait l'air documenté. Si mon loyer était rejeté, il pourrait dire que j'étais instable. Si ma banque signalait des paiements, il pourrait dire que je faisais un mauvais usage de l'argent. Si mon dossier universitaire montrait une demande familiale, il pourrait dire qu'il les avait avertis. Le mensonge construisait des formalités administratives autour de moi, et j'avais 3 jours avant la soutenance. J'ai rappelé Denise. Cette fois, j'ai tout demandé par écrit. Elle ne pouvait pas envoyer de notes internes, mais elle pouvait envoyer une confirmation. Elle a envoyé par courriel une lettre d'inscription claire. Étudiante active. En règle. Soutenance de thèse programmée. Diplôme en attente de l'approbation du comité. J'en ai imprimé 3 copies. Puis j'ai appelé ma directrice de banque. Son nom était Priya Sethi. Elle m'a demandé de venir jeudi matin. Apporter une preuve d'inscription, a-t-elle dit. Et apporter tout ce que votre père vous a envoyé. J'ai demandé si j'avais des ennuis. Elle n'a pas répondu rapidement. C'était une réponse suffisante. Mara, je pense que quelqu'un a essayé d'utiliser votre statut scolaire. Pourquoi faire? Pour remettre en question l'activité de votre compte. J'ai regardé mon dossier bleu. Que se passe-t-il si cela fonctionne? Alors vous perdez l'accès jusqu'à la fin de l'examen. Combien de temps? Cela pourrait prendre des semaines. Mon loyer devait être payé dans 2 jours. Ma soutenance était dans 3 jours. Mon père avait parfaitement choisi le moment. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que j'avais évité. J'ai ouvert l'ancien compte de messagerie familiale, celui que mon père avait créé quand j'avais 17 ans. Il avait dit que c'était pour les candidatures universitaires. Il appelait cela la parentalité organisée. Je ne l'avais pas utilisé depuis des années, mais Gmail se souvenait de moi. Le mot de passe était le nom du chien de mon enfance.
À l'intérieur, j'ai trouvé des règles de transfert. Chaque courriel de l'université avait été copié pour lui. Les avis de bourse, les rappels de paiement, les mises à jour de la faculté, les invitations aux conférences de recherche, tout. Il savait que j'étais encore inscrite. Il savait pour ma thèse. Il savait pour ma soutenance. Il le savait depuis des mois. Ma gorge s'est serrée. Puis j'ai vu le terme de recherche retrait. Il l'avait recherché 9 fois. Puis un autre, publication. Il l'avait recherché 3 fois. Puis j'ai trouvé un brouillon. Il n'était pas envoyé mais il était là. Objet du message, la situation académique de Mara. Le message était adressé au directeur de mon département. Je l'ai lu une fois puis encore. Mon père avait écrit que je n'allais pas bien émotionnellement. Il a écrit que j'avais déformé mon inscription. Il a écrit que les membres de la famille étaient inquiets. Il a suggéré que l'université retarde la reconnaissance publique. Il a dit qu'une publication encouragerait mes délires. Je me suis assise dans ma minuscule cuisine jusqu'au matin. La laverie en dessous de moi est devenue silencieuse. La ville à l'extérieur est devenue grise et j'ai enfin compris. Il n'avait pas peur que j'ai échoué. Il avait peur que je n'ai pas échoué. Avant que je vous dise ce qui s'est passé ensuite, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous regardez ce soir? Parce qu'à 9h07 jeudi matin, tout a commencé à bouger. Je suis entré dans la Riverbank Credit Union avec mon dossier bleu. Priya attendait derrière le mur de verre. Elle avait l'air plus jeune que sa voix, un blazer élégant, des yeux calmes, pas de mouvements inutiles. Elle a scanné ma lettre d'inscription, puis la note de contestation bancaire, puis les messages de mon père, puis la transcription du message vocal de Paige. Son visage n'a changé qu'une seule fois. Cela s'est produit quand elle a vu le 4 mars. C'était le même jour, a-t-elle dit. Oui. Elle a tourné son écran vers moi. Nous avons reçu un signalement de votre père. Mon père n'est pas sur mon compte. Non, a-t-elle dit. Il ne l'est pas? Alors pourquoi quelqu'un a-t-il écouté? Priya a croisé les mains. Parce qu'il a affirmé qu'il y avait une exploitation financière. J'ai cligné des yeux. Contre qui? Contre lui-même. Je ne pouvais pas parler. Il a déclaré qu'il payait vos frais de scolarité. Il n'a jamais payé mes frais de scolarité. Je peux voir cela. Elle a cliqué 2 fois. Votre bourse a payé la majeure partie. Oui. Et le solde restant provenait de votre compte. Oui. Elle a levé les yeux. Votre père a joint un document. Quel document? Un accord de remboursement manuscrit. Ma bouche est devenue sèche. Je n'en ai jamais signé un. Priya a regardé mon visage. Je pensais que vous diriez cela. Elle a imprimé la pièce jointe. Le papier a glissé lentement. Je l'ai ramassé. Mon nom était en bas. Mara Elise Whitham. La signature semblait proche, mais ce n'était pas la mienne. Le M était faux. La pression était fausse. La boucle dans Whitham était fausse. Il avait falsifié ma signature. L'accord disait que je devais à mon père 46 800 € pour le soutien aux frais de scolarité, les frais de subsistance, la récupération académique d'urgence. Il disait que le remboursement commencerait après l'emploi ou après le retrait, selon la première éventualité. C'était la vraie trahison, pas la rumeur, pas la fête, pas l'humiliation. Il avait besoin que j'aie l'air de quelqu'un qui a abandonné parce que le faux accord s'activait si je me retirais ou si les gens croyaient que je l'avais fait. Mon père essayait de transformer mon diplôme en sa créance. J'ai regardé Priya. Que dois-je faire? Elle a décroché le téléphone. D'abord, je gèle sa soumission. Puis elle a appuyé sur le haut-parleur. Un agent de conformité a rejoint l'appel. Puis un deuxième. Puis Priya a dit la phrase dont je me souviens encore. La titulaire de ce compte semble être la victime de la fraude. Mon père a appelé pendant que j'étais assise là. L'écran s'est allumé. Papa. Priya l'a regardé. Voulez-vous répondre? Non. Bien. Puis ma mère a appelé. Puis Paige. Puis mon père à nouveau. Les appels se sont empilés comme des alertes météorologiques.
À 10h31, Priya m'a remis une lettre. Elle confirmait que l'examen bancaire avait été levé. Elle confirmait que mon paiement de loyer serait retraité. Elle confirmait que l'accord falsifié faisait l'objet d'une enquête. Elle m'en a donné 2 copies. Une pour votre propriétaire, a-t-elle dit, et une pour quiconque a besoin d'arrêter de parler. J'ai failli rire, mais mes mains tremblaient trop fort. À midi, ma directrice a appelé. Sa voix était tendue. Mara, votre père a-t-il contacté le département? Oui. Il a envoyé un courriel au docteur Bell ce matin. Ma poitrine s'est creusée. Qu'a-t-il dit? Que vous n'êtes pas assez stable pour une publication. J'ai serré le téléphone. Et il a mis le doyen en copie. L'horloge qui tournait est devenue plus bruyante. La soutenance était dans 22 heures. La sélection de la publication n'était pas encore officielle. Mon père essayait d'empoisonner la pièce avant que j'y entre. Le docteur Rowe a parlé prudemment. J'ai besoin que vous m'envoyiez tout ce qui est pertinent. J'ai tout envoyé. La lettre d'inscription, la lettre de la banque, l'accord de remboursement falsifié, la règle de transfert de courriel familial, le brouillon qu'il n'avait jamais envoyé, les messages, la transcription du message vocal, la chronologie du 4 mars. Puis j'ai attendu. À 16h40, ma mère a envoyé un message. Ton père est dévasté. À 16h42, Paige a envoyé un message. Tu le fais passer pour un criminel. À 16h45, mon père a envoyé un message. Tu as 1 heure pour m'appeler. À 16h47, il en a envoyé un autre. Si tu entres dans cette soutenance, ne rentre pas à la maison. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai tapé 4 mots. Je n'habite pas là. Je n'ai rien envoyé d'autre. Le vendredi matin, je portais une robe bleu marine, pas noire. Le noir ressemblait à des funérailles. Ce n'était pas des funérailles. C'était une correction de dossier. Je portais mon dossier bleu sous un bras. Ma soutenance était dans la salle 412. 3 membres du comité étaient assis à la table. Le docteur Rowe était assis au bout. Le docteur Bell, le directeur du département, se tenait près de la fenêtre. Le doyen était là aussi. Ce n'était pas normal. Mon pouls a bondi. Puis j'ai vu le paquet imprimé près de sa main. Le courriel de mon père était sur le dessus. Le docteur Bell m'a regardé. Mara, avant de commencer, nous devons aborder quelque chose. J'ai hoché la tête. La pièce semblait trop lumineuse. L'horloge au-dessus de la porte a cliqué. 10h02. Ma soutenance avait commencé, mais pas de la façon dont je l'attendais. Le docteur Bell a soulevé le paquet. Nous avons reçu un message de votre père. Je sais. Il a exprimé son inquiétude concernant la reconnaissance publique. Je sais. Il a affirmé que vous déformiez votre situation. J'ai ouvert mon dossier. Puis j'ai placé la lettre d'inscription sur la table. Une page, propre, officielle. Le docteur Bell l'a lu. Le doyen s'est penché plus près. Puis j'ai posé la lettre de la banque. 2e page. La signature de Priya en bas. Le docteur Rowe n'a pas parlé. Sa mâchoire s'est crispée. Puis j'ai placé l'accord falsifié sur la table. La pièce a changé. Pas bruyamment. Pire. Le silence l'a traversé. Le docteur Bell a ramassé l'accord. Avez-vous signé ceci? Non. Le doyen m'a regardé. Alléguez-vous une falsification? Je la documente. Cette phrase ne semblait pas être la mienne. Elle semblait appartenir à la personne que j'étais devenue pour survivre à lui. Le docteur Rowe a remonté ses lunettes. Je peux vérifier le calendrier de recherche de Mara. Elle a ouvert son dossier. Elle ne s'est jamais retirée. Elle n'a jamais manqué aux obligations du comité. Elle a soumis en avance. Elle a terminé les révisions à temps. Le docteur Bell a regardé le doyen. Le doyen m'a regardé. Puis il a dit quelque chose d'inattendu. Votre père est dans le hall. L'air a quitté mes poumons. Quoi? Il a demandé à parler avant votre soutenance. Bien sûr qu'il l'avait fait. Mon père ne laissait jamais une réunion se former sans lui.
Il avait besoin de témoins. Il avait besoin de contrôle. Il avait besoin que sa version entre en premier. Le docteur Bell a demandé si je voulais qu'il soit renvoyé. J'ai regardé l'horloge. 10h07. Ma soutenance était déjà retardée. Mon père avait transformé même cela en une scène. Non, ai-je dit. Faites-le entrer. Le docteur Rowe m'a regardé attentivement. Mara, je veux qu'il le dise ici. Le doyen a ouvert la porte. Mon père est entré vêtu d'un costume gris. Ma mère a suivi. Paige est venue derrière eux. Ma sœur avait l'air excitée. Pas nerveuse. Excitée. Comme si elle était sur le point de regarder mon effondrement final. Mon père s'est arrêté quand il m'a vu assise. Puis il a souri au comité. Je suis désolé pour l'interruption. Sa voix était chaleureuse. Professionnelle. Pratiquée. Je sais que ma fille peut être convaincante. Ma mère a soupiré. Paige a baissé les yeux. Ils avaient répété. Mon père a posé son propre dossier sur la table. Je suis seulement ici parce que cette institution est induite en erreur. Le docteur Bell ne s'est pas assis. Le doyen est resté près de la porte. Mon père s'est tourné vers moi. Mara, cela est ta dernière chance. Je l'ai regardé. De faire quoi? De dire la vérité. Il a fait un geste autour de la pièce. Ces gens ne connaissent pas l'histoire familiale. C'était là. L'expression qu'il utilisait pour m'enterrer. L'histoire familiale. Cela signifiait une douleur privée. Cela signifiait des choses que personne ne pouvait vérifier. Cela signifiait qu'il pouvait sous-entendre n'importe quoi. Le docteur Rowe a parlé en premier. Quelle histoire est pertinente pour sa soutenance de thèse? Mon père a cligné des yeux. Ma fille a des schémas. Quels schémas académiques? A demandé le docteur Rowe. Ma mère s'est raidie. Paige a regardé le doyen. Mon père a récupéré rapidement. Elle laisse des choses inachevées. Le docteur Bell a tapoté la lettre d'inscription. Elle n'a pas laissé cela inachevé. Elle ment sous la pression. Le doyen a tapoté la lettre de la banque. Cette lettre dit que quelqu'un d'autre a menti. Le visage de mon père a changé juste un peu. Il ne s'était pas attendu à la banque. Paige a vu l'accord falsifié ensuite. Son sourire a disparu. Ma mère a chuchoté. Richard. Mon père a continué à me regarder. Tu as amené les affaires de famille ici. J'ai failli sourire. Tu les as envoyées en premier. La pièce est figée. Le docteur Bell a ramassé l'accord falsifié. Monsieur Whitham, avez-vous soumis ce document à la banque? Mon père s'est redressé. J'ai soumis un contexte d'appui. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. La mâchoire de mon père s'est crispée. J'essayais de protéger ma famille. Le doyen s'est approché. Est-ce que Mara a signé ceci? Mon père m'a regardé. Puis le comité, puis ma mère. Elle était au courant. J'ai ouvert mon téléphone. Ma main ne tremblait pas maintenant. J'ai joué le message vocal de Paige. Sa voix a rempli la pièce. Mara, papa essaie juste de te protéger. Tu sais, tu perds le contrôle quand les gens posent des questions. Peut-être que l'université n'a jamais vraiment été ton truc. Paige est devenue blanche. J'ai arrêté le son. Puis j'ai ouvert les anciens paramètres de transfert de courriel. J'ai placé l'impression à côté de l'accord. Ce compte lui copiait mes courriels de l'université. Le docteur Bell s'est penché dessus. Il savait que j'étais active. J'ai placé la page d'historique de recherche. Il a cherché retrait. Puis j'ai posé le brouillon du courriel. Il prévoyait de vous contacter avant la publication. Mon père a claqué sa main sur la table. Cela suffit. Personne n'a bougé, pas même Paige. La voix du docteur Rowe a traversé la pièce. Non, Richard, cela ne l'est pas. Il s'est tourné vers elle. Elle a utilisé son prénom. Cela signifiait qu'ils s'étaient parlé avant. Je l'ai regardée. Elle n'a pas détourné le regard. Mon père l'a remarqué trop tard. Le docteur Rowe a ouvert un autre dossier.
Quand Mara a demandé un financement pour le voyage aux archives, vous m'avez appelé. Ma bouche est devenue sèche. Il l'avait appelé. Vous avez dit qu'elle exagérait son projet. Le visage de mon père est resté immobile. Vous avez dit qu'elle devait se concentrer sur les responsabilités familiales. Paige a chuchoté. Papa. Le docteur Rowe a continué. Vous avez demandé si les membres de la famille pouvaient examiner son financement. L'expression du doyen s'est durcie. Cet appel était inapproprié. Mon père a pointé son doigt vers moi. Elle utilisait mon nom. Je me suis levé. Cela s'est produit avant que je ne le prévoie. Non. Ma voix semblait différente. Claire, froide. Je portais ton nom. Cela a eu plus d'impact que de crier. Ma mère a baissé les yeux. Mon père avait l'air furieux. Paige a fixé la table. J'ai pris une respiration. Tu as dit à tout le monde que j'avais abandonné. Puis j'ai tapoté la lettre d'inscription. Tu savais que ce n'était pas le cas. J'ai tapoté la lettre de la banque. Tu as essayé d'interférer avec mon compte, puis le faux accord. Tu as falsifié ma signature, puis le brouillon du courriel. Tu as essayé de retarder ma publication, puis j'ai regardé ma mère. Et tu as regardé. Elle a tressailli. Pas parce qu'elle était désolée, parce que quelqu'un l'avait vue. Le doyen s'est tourné vers mon père. Monsieur Whitham, vous devez partir. Mon père a ri une fois. Vous faites une erreur. Le docteur Bell a pris son téléphone. Non, c'est vous. Il a composé le numéro de la sécurité du campus. La première conséquence directe s'est produite juste là. Mon père a arrêté de rire. Le doyen a parlé calmement à la sécurité. Nous avons besoin d'aide dans la salle 412. Ma mère a chuchoté. Richard, allons-y. Mais Paige pleurait maintenant. Pas pour moi. Pour elle-même. Qu'est-ce qui va nous arriver, a-t-elle demandé. Tout le monde l'a regardé. Cette question a tout dit à toute la pièce. Pas qu'est-ce qui arrive à Mara. Pas est-ce que papa a falsifié cela. Pas est-ce que tu vas bien. Qu'est-ce qui va nous arriver? Mon père s'est retourné contre elle. Tais-toi. Mais il était trop tard. Le docteur Rowe l'a entendu. Le doyen l'a entendu. Le docteur Bell l'a entendu. Et j'ai entendu toute mon enfance en une seule phrase. Que nous arrive-t-il si Mara arrête d'absorber les dégâts? La sécurité du campus est arrivée en 2 minutes. 2 agents se tenaient dans l'embrasure de la porte. Mon père a de nouveau essayé sa voix polie. Il s'agit d'un désaccord familial privé. L'appel de Priya est arrivé sur mon téléphone. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai vu son nom. J'ai répondu sur haut-parleur. C'est Mara. La voix de Priya a rempli la salle 412. Mara, je voulais vous informer immédiatement. Mon père a fixé le téléphone. Le document de remboursement falsifié a été transmis à un niveau supérieur. Ma mère a attrapé le dossier d'une chaise. Priya a continué. Nous émettons également un avis écrit. À qui, ai-je demandé? Au soumissionnaire. Le téléphone de mon père a vibré. Deuxième conséquence directe. Il a baissé les yeux. La couleur a quitté son visage. L'avis de la banque l'avait atteint. Juste là devant l'université. Devant ma mère. Devant Paige. Devant le comité. Priya a ajouté une dernière phrase. Ne communiquez pas avec lui à ce sujet directement. Je comprends, ai-je dit. J'ai mis fin à l'appel. L'agent de sécurité s'est approché. Le doyen a pointé vers la porte. Maintenant, monsieur Whitham. Mon père m'a regardé avec haine. Puis avec quelque chose de pire. De la peur. Tu penses que cela te rend indépendante? Je n'ai pas répondu. Tu penses que ces gens se soucient de toi? Toujours rien. Tu auras toujours besoin de la famille. J'ai regardé la signature falsifiée. Puis le comité, puis lui. Non, ai-je dit doucement. J'avais besoin d'un dossier. Il est parti sans un mot de plus. Ma mère l'a suivi.
Paige est restée 3 secondes de trop. Elle m'a regardé. Son mascara avait commencé à couler. Tu as tout gâché. J'ai secoué la tête. Non, Paige. Puis je me suis rassise. Je l'ai documenté. Elle est partie après cela. La porte s'est fermée pendant un moment. Personne n'a parlé. L'horloge indiquait 10h26. Ma soutenance avait été retardée de 26 minutes. Le docteur Bell m'a regardé. Nous pouvons reprogrammer. Non. Ma voix était rauque. Mais stable. Je suis prête. Le docteur Rowe a fait le plus petit signe de tête. Donc, j'ai soutenu ma thèse avec les yeux gonflés, avec un document falsifié toujours sur la table, avec la sécurité du campus à l'extérieur de la salle, avec ma famille qui s'effondrait 3 étages plus bas. J'ai parlé des archives du travail rural. J'ai parlé des signatures de femmes effacées. J'ai parlé des registres de propriété. J'ai parlé de la façon dont les institutions préservent une version et en enterrent une autre. À mi-chemin, le docteur Rowe a baissé les yeux. Je pense qu'elle savait. Tout le monde dans cette pièce savait. Ma thèse ne parlait pas de mon père, mais d'une certaine manière, elle m'avait préparé à lui. Le comité a posé des questions pendant 42 minutes. J'ai répondu à chacun. À la fin, ils m'ont demandé d'attendre dehors. Le couloir sentait la vieille moquette et le café. Des étudiants passaient en portant des sacs à dos. Personne ne savait que ma vie s'était déchirée à l'étage. Je me suis assise sur un banc à côté d'un distributeur automatique. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer. Tante Lydia, grand-mère, cousin inconnu, maman, papa, Paige. Puis la discussion de groupe familial a explosé. Ton père dit que tu l'as accusé à l'école. Est-ce vrai? Mara, appelle ta mère. Que as-tu fait? Paige dit que la sécurité a expulsé papa. J'ai retourné l'écran face vers le bas. Puis la porte s'est ouverte. Le docteur Rowe est sorti. Ses yeux étaient humides. Seulement un peu, mais assez. Félicitations, Mara. Je me suis levé. Vous avez réussi. Les mots ne sont pas entrés en moi au début. Puis ils l'ont fait lentement comme de la chaleur après une gelure. Vous avez réussi avec mention. J'ai couvert ma bouche. Le docteur Bell est sorti derrière elle. Le comité de publication attendait. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a souri pour la première fois. Le journal de l'université est publié à midi. J'ai eu le souffle coupé. La sélection pour la publication nationale a été confirmée. Le doyen s'est approché de lui. Votre nom apparaîtra également sur la première page. J'ai regardé l'horloge du couloir. 11h54. 6 minutes. Pendant des mois, mon père avait rempli les pièces avec mon échec. En 6 minutes, l'université allait remplir une page avec mon nom. Je suis resté dans le couloir et j'ai pleuré silencieusement. Pas des larmes esthétiques, pas des larmes de cinéma, juste des larmes silencieuses qui ne s'arrêtaient pas. Le docteur Rowe a posé une main sur mon épaule. Vous aviez mérité cela avant aujourd'hui. À midi, mon téléphone a vibré une fois, puis encore, puis encore. L'article de l'université a été mis en ligne. Mon nom était en gras. Mara Whitham. Thèse sélectionnée pour une publication nationale. La recherche de l'étudiante reçoit la distinction de la faculté. Dès 12h08, les proches ont commencé à envoyer des captures d'écran. À 12h11, ma tante a envoyé un message. Mara, je suis tellement désolé. À 12h14, ma grand-mère a appelé 2 fois. À 12h16, mon cousin a partagé l'article. À 12h19, quelqu'un a identifié mon père. À 12h21, Paige a supprimé son commentaire. À 12h24, mon père a supprimé sa première publication. Puis une autre, puis une autre. Pendant des mois, il avait documenté mon échec inventé. Maintenant, il s'en effaçait. Mais les captures d'écran sont patientes. Les gens les avaient sauvegardées. Mon cousin Noam en a envoyé 12. La publication de la fête prénatale, la publication de la demande de prière, la longue publication sur la paternité, celle où il avait écrit que l'amour signifiait une honnêteté dure, celle où les proches louaient sa force, celle où Paige avait commenté.
Certaines personnes gâchent chaque opportunité. Noah a envoyé un message de plus. J'aurais dû te demander. Celui-là a fait plus mal que les insultes parce qu'il était proche de l'amour, mais pas assez proche. Ce soir-là, le règlement de compte privé a eu lieu. Pas à l'université, pas à la banque, pas en public. Cela s'est passé dans le couloir de mon appartement. Ma mère se tenait devant ma porte à 20h37. Elle portait le même manteau crème que lors de la soutenance. Son rouge à lèvres avait disparu. Pour une fois, elle ressemblait à une personne, pas à une performance. J'ai ouvert la porte à moitié. Elle a regardé derrière moi. Mon appartement était petit. Propre, chaud, à moi. Elle n'est pas entrée à l'intérieur. Ton père est hors de lui. J'ai failli fermer la porte. Puis elle l'a dit. Il l'a fait seulement parce que Paige avait besoin d'aide. C'était là. La partie silencieuse. Pas parce qu'il avait peur. Pas parce qu'il était confus. Pas parce qu'il croyait que j'avais abandonné. Parce que Paige avait besoin d'aide. Quel genre d'aide? Les yeux de ma mère ont changé de direction. Elle a des dettes. Combien? Mara. Combien? Elle a baissé les yeux. Presque 47 000. Le même montant. L'accord falsifié. Le faux soutien pour les frais de scolarité. Le mensonge sur mon retrait. Tout cela. La dette de Paige avait besoin d'un corps. Mon père avait choisi le mien. Ma mère a chuchoté. Tu es toujours plus forte. Je l'ai fixé. Cette phrase m'avait élevé. Tu es plus forte. Tu peux gérer cela. Tu n'as pas besoin d'autant. Ne rends pas les choses plus difficiles. Sois la personne la plus mature. Laisse ta sœur avoir ceci. J'avais pris cela pour des louanges quand j'étais enfant. Cela n'avait jamais été des louanges. C'était une permission. La permission de me blesser en premier. Je me suis avancé dans le couloir. Non, maman. Ma voix était calme. Je n'étais pas plus forte. Son visage s'est décomposé. J'étais moins protégé. Elle a fermé les yeux. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle comprenait. Puis elle a dit la deuxième lame. Mais si cela va plus loin, l'avenir de Paige est terminé. J'ai hoché la tête lentement. C'était encore là. L'avenir de Paige. La réputation de mon père. Le confort de ma mère. Tout le monde avait un avenir qui valait la peine d'être sauvé sauf moi. J'ai regardé son manteau crème. Puis la cage d'escalier derrière elle. Je ne suis plus votre vie de rechange. Elle a eu l'air confuse. Je l'ai expliqué pour la dernière fois. Vous n'avez pas le droit d'utiliser mon nom. Vous n'avez pas le droit d'utiliser mon crédit. Vous n'avez pas le droit d'utiliser mon silence. Sa bouche a tremblé. Les familles pardonnent. Non, ai-je dit. Les familles arrêtent de falsifier des signatures. C'était la dernière phrase complète que je lui ai donnée. J'ai fermé la porte. Elle est restée dehors pendant presque une minute. Puis ses pas se sont éloignés. La semaine suivante n'a pas été paisible. La paix n'arrive pas comme une récompense. Elle arrive comme une pièce que vous construisez lentement. La banque a ouvert un examen officiel pour fraude. L'université a bloqué les demandes de renseignements de la famille extérieure. Le département a publié une déclaration écrite. Mon article a continué à circuler. Des professeurs que je n'avais jamais rencontrés m'ont envoyé des courriels. Des étudiants ont envoyé des messages concernant la thèse. Un journal local a demandé une interview. J'ai refusé la première, puis j'ai accepté la deuxième, non pas parce que je voulais la célébrité, mais parce que je voulais que le dossier soit propre. Mon père a engagé un avocat. L'avocat a demandé une communication directe. Priya m'a dit de ne pas répondre. Le conseil de l'université lui a dit la même chose. Mon propriétaire a reçu le paiement du loyer corrigé. Il a scotché un mot sur ma porte. Content que cela ait été réglé. Cette petite phrase m'a fait pleurer parce qu'elle ne demandait pas de preuves. Elle n'exigeait pas de performance. Elle acceptait simplement la réalité. 2 mois plus tard, j'ai traversé la scène de la remise des diplômes.
Mon père n'était pas là. Ma mère n'était pas là. Paige n'était pas là. Ma grand-mère est venue. Mon cousin Noah aussi. Le docteur Ross est assise avec la faculté. Quand mon nom a été appelé, les applaudissements n'ont pas été immenses. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Ils étaient réels. J'ai traversé la scène dans une toge noire. Je tenais mon diplôme à 2 mains. Mon nom de famille était imprimé en or. Le même nom de famille que mon père avait essayé d'utiliser comme une arme. Mais les noms changent de signification selon qui les porte. Après la cérémonie, je me suis tenu à l'extérieur du bâtiment. Le ciel était lumineux. Les étudiants prenaient des photos sur la pelouse. Les familles se serraient dans les bras. Les fleurs pliaient sous le vent. Ma grand-mère a touché ma manche. Je l'ai cru, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je sais. J'aurais dû t'appeler. Oui. Elle a pleuré. Puis je l'ai laissé faire. Je ne l'ai pas réconfortée en premier. C'était nouveau. C'était aussi la liberté. Noah a pris une photo de moi près des marches de l'université. Sur la photo, je ne souris pas à pleines dents. Je ne suis pas triomphante. J'ai l'air fatiguée, stable, vivante. Derrière moi, l'article de la première page est encadré dans le hall. Mon nom est en lettres grasses. Pas parce que mon père l'a permis. Pas parce que ma famille l'a approuvé. Parce que j'ai mérité chaque mot. Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement. La laverie en dessous fonctionnait à nouveau. Le sol bourdonnait sous mes pieds nus. J'ai préparé du thé dans ma tasse bleue ébréchée. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait encore des messages sans réponse, encore des conséquences en cours, encore des appels légaux à venir, encore des proches essayant de réécrire leur propre silence. Mais pour la première fois depuis des mois, personne d'autre n'avait mon histoire avant moi. Mon père a dit à tout le monde que j'avais abandonné. L'université a imprimé mon nom à la place. Et quand ces publications ont disparu, les miennes sont restées, pas comme une vengeance, mais comme un dossier. Parce que parfois le mensonge familial le plus bruyant ne se termine pas par des cris. Parfois, il se termine par une première page, un horodatage, un dossier bancaire gelé, une signature falsifiée en cours d'examen, et une fille qui comprend enfin la vérité. Elle n'a jamais été l'échec. Elle était la preuve.